Chapitre 28. La sagesse indienne et le feu de la vie. Valencio a frappé à ma porte. Il semblait totalement ravi. Manoul était derrière lui, souriant jusqu'aux oreilles. Je n'ai jamais vu personne d'autre faire ça, mais il était expert en la matière. « Ça va être une journée passionnante !» s'exclama Val. « Nous allons rencontrer des Indiens. »« Laissez-moi y aller en premier, mon garçon. » Manoul le réprimandait. « Je vais t'expliquer. » Il s'est assis avec ma femme et moi. Val a commencé une séance d'embrassade avec Teach. Les Indiens vivent à Agartha depuis la formation du continent, nous dit Manoul. Vous venez de rencontrer l'un d'eux, Alberto Abertas, un homme que vous allez bientôt retrouver. La culture indienne est vieille comme le monde, et c'est ici qu'elle a été la plus appréciée. La plupart des Indiens sont des êtres à 5 dimensions. Quelques-uns, ceux qui viennent d'arriver, sont en 3 dimensions. Ceux qui ont vécu ici à travers les âges sont considérés comme les plus sages de tous. Nous avons des contacts secrets avec certaines tribus actuelles. Elles ont des entrées par le haut et des tunnels reliant le Pérou et d'autres pays. Elles disposent d'un merveilleux réseau de communication. Ils sont considérés comme des traditionalistes à Agartha. Leur sagesse est infinie, leur amour inconditionnel et leur culture la mieux préservée de toutes. Il y a un problème, ils se méfient des étrangers. C'est pourquoi Alberto et moi venons aussi. S'ils n'étaient pas avec nous, ils ne nous laisseraient pas entrer. Ils ont subi une telle humiliation en surface qu'il faut des références fiables pour pouvoir entrer dans leur royaume. Oublie que tu es le fils du pape, Val. C'est considéré comme un désavantage. Mais j'ai toujours aimé les Indiens, objecta Val avec enthousiasme. J'ai lu des tonnes de livres indiens quand j'étais petit et j'ai toujours pensé qu'ils étaient maltraités. Et ils le sont toujours, ai-je ajouté. Je suis heureux de les rencontrer. Il n'y a pas de conflit de classe ici, a poursuivi Manoul. Nous sommes tous égaux face au père. Mais ils ne veulent pas de mauvaises ondes de la part des habitants de la surface. C'est arrivé trop souvent. Ce ne sera pas un problème si nous arrivons avec Alberto. Il sera là d'un moment à l'autre. Ici, nous n'utilisons généralement pas des expressions du temps comme d'une minute à l'autre, car les Agarthiens ne vivent pas selon l'horloge, mais selon les signes de la nature. Mais ce ne fut que quelques minutes avant qu'Alberto ne frappe, et nous sommes entrés dans l'aéroglisseur qui attendait dehors. « Entrer » est un bon mot pour « embarquer » ferait tout aussi bien l'affaire, mais il faut monter 3 marches pentues pour monter dans l'un de ces véhicules, qui ressemble par ailleurs à une voiture ouverte sans roue. Teach y est habitué maintenant, et il a été le premier à entrer, assis à l'avant, me laissant un espace minuscule. Cicilia est restée à la maison, affirmant qu'elle était occupée. En fait, à ma demande pressante, elle allait voir comment se présentait le terrain pour Val. Il pensait à se marier et se languissait de la splendide aux cheveux rouges, Tihira. Cicilia connaissait les parents de Tihira depuis son enfance. Le chemin vers le pays indien était long, mais la gentillesse dont j'ai fait l'expérience était presque bouleversante. Il n'y avait ni désert ni région sauvage envahie par la végétation. La terre était cultivée avec des endroits fixes pour le repos et la méditation. Je n'ai jamais vu autant de variétés de fleurs qu'à Agartha. Manoul a expliqué que la profusion de fleurs faisait partie du système racinaire du royaume. Elle contribuait à la purification de l'air, à l'obtention d'une énergie positive, grâce à son message parfumé et au bien-être des habitants. Nous avons atterri en douceur. J'ai regardé autour de moi avant que Teach ne me tire impatiemment par la manche pour sortir.
L'air était aussi doux que Manoul l'avait promis, et le paysage aussi romantique que dans un rêve. Il n'y avait pas de barrière, juste des montagnes sans fin, des lacs et de grands arbres, dont beaucoup étaient fleuris. Je ne voyais pas de bâtiments, juste des murs en osier, entrelacés de plantes. Alberto est sorti de l'autre aéroglisseur et nous a accueillis chaleureusement dans sa région d'Agartha. C'était vraiment très beau. Il y avait parfois un totem. Ils étaient faits de pierres précieuses et n'étaient pas exactement comme ceux qui se trouvaient à la surface. Le jeu de la lumière du soleil sur la multitude de pierres, magnifiquement polies, était aveuglant. Autour d'eux, également décorés de pierres, il y avait des sièges semi-circulaires avec des coussins. Alberto expliquait que les gens s'asseyaient ici pour méditer. On ne vénérait rien d'autre que le vrai Dieu, la source de toute création. « Voici le feu de la vie », annonça Alberto, indiquant un chemin sinueux. Nous avons suivi le chemin et nous nous sommes vite retrouvés sur la colline. Au-dessus de nous, au sommet de la colline, il y avait un bâtiment qui brillait si fort que nous avions mal aux yeux en le regardant. Le feu de la vie redonne de la jeunesse et de la vitalité aux visiteurs, a expliqué Manoul. Il lui confère une grande clarté de pensée et dans ses actions, enlevant toute trace de maladie et le remplissant de joie de vivre. Tous les gens devraient être purifiés par ce feu, mais ce n'est malheureusement pas possible. Ce sont les autorités qui prennent ces décisions. J'ai pensé à grand-mère et aux histoires qu'elle m'avait racontées lorsque j'étais petit en visite en Suède, à propos d'un feu sacré qui rendait la jeunesse et le bonheur. C'était là, devant moi. Je savais aussi qu'il y avait une pièce à Telos où la jeunesse et la vigueur pouvaient être restaurées. C'était évidemment considéré comme quelque chose d'important dans ce pays étrange. Notre santé est d'une importance primordiale. Sans elle, nous sommes de pitoyables embarcations qui flottent sur l'océan de la vie. En surface, nous avons des médecins et des hôpitaux, mais je préfère les centres de santé d'Agartha. Manoul nous a informé que toutes les tribus et tous les villages avaient des endroits similaires. La maladie contribuait aux marchés économiques sur Terre et était complètement inutile. Nous pourrions leur montrer plus tard comment guérir. Alberto Abertas nous a guidés à travers ce village étrange et étroitement connecté, afin que je puisse étudier sa construction singulière. Il n'y avait pas de château ni de manoir, juste des murs ronds ou droits, que l'on apercevait à travers un feuillage luxuriant. Les maisons sont pour nous un lieu de vie. Ici, ce sont des constructions incroyables et vivantes. Partout, nous pouvions voir des gens dans des costumes colorés et éclatants. Ils couraient partout ou étaient occupés à des tâches traditionnelles. Alberto a remarqué ma confusion, mais Valencio a anticipé mes questions en demandant « Comment ces gens gagnent-ils leur vie? N'y a-t-il pas d'usine pour produire les biens dont ils ont besoin? Pour moi, cela me semble remonter à des centaines d'années. » Tu devrais savoir maintenant que nous créons tout ce dont nous avons besoin, répondit soudainement Manoul. Nous fabriquons encore nos propres remèdes et cures. Les enfants chutent aussi ici. Les gens ont des maux d'estomac, des maux de dents et des maux de tête. Des accidents se produisent et nous nous blessons tout comme vous. Nous avons des médicaments pour tout. Les gens d'ici fabriquent des remèdes à base de plantes. Ils ramassent des herbes et des racines dans les forêts. Les aborigènes font-ils de même? Demanda Val. À peu près, répond Alberto. Nous avons nos propres traditions. Toutes les tribus, quel que soit leur nom, ont leur propre culture, mais nous partageons le même Dieu, la source, le Créateur. Le mot de l'amour est celui du commencement. Avez-vous des lieux de culte similaires? C'était à mon tour de poser des questions. Chaque culture a des lieux de culte intentionnellement différents, a répondu Alberto. Les gens doivent se sentir à l'aise dans leurs croyances, même si les croyances sont compatibles. Nous respectons les différences des gens.
Si des problèmes surviennent, nous les résolvons. Vous dites toujours ça, j'ai protesté. Toujours un terme si incertain. Y a-t-il quelqu'un vers qui se tournait si un problème survient, ou bien les gens pleurent-ils en silence? La vieille mère Jaluna est la servante de la vie, a répondu Alberto. Nous allons lui rendre visite et tu auras une meilleure réponse que celle que je peux te donner. Dans une clairière, à côté d'un énorme rocher, une femme était assise sur l'herbe près d'un feu. Elle remuait un chaudron et en goûtait le contenu de temps en temps. Elle était petite et si mince que ses côtes dépassaient, et son visage pâle était si ridé qu'il y avait à peine de la place pour ses yeux, son nez et sa bouche. On se serait attendu à voir uniquement des mèches de cheveux sur sa tête, mais à ma grande surprise, j'avais complètement tort. La vieille mère, Jaluna, avait une crinière qu'un lion aurait enviée. Elle avait des cheveux bruns éclatants, avec des boucles autour du visage. Elle était très belle à voir, et elle ressemblait plus à une pie qui chante qu'à un humain quand elle parlait. Et pourtant, ses mots étaient aussi clairs que de la broderie sur la toile vierge. Elle regardait chacun de nous, tour à tour, et je pouvais sentir que son regard était plus intense que vous ne le croyez. « À quoi dois-je le plaisir d'une visite de gens bien portants ?» demanda-t-elle, en continuant à remuer sa mixture. « Je m'occupe d'un remède pour les malades, pour ceux qui se sont égarés loin de Dieu. Ils rampent comme des poux sur une statue de bronze. Vous n'avez pas l'air perdu. » Alberto se pencha et lui chuchota à l'oreille. Il fut récompensé par un sourire édenté et un signe de tête. Elle retira momentanément sa main de la louche et pointa un clou en forme de griffe sur son épaule gauche. Nous avons suivi Alberto à travers des branches cachant un trou dans un grand rocher. C'était l'entrée d'une grotte. Je fus de nouveau accueilli par un spectacle auquel je n'étais pas préparé du tout. Val attrapa mon épaule et murmura: « Qu'est-ce que c'est ?» Chapitre 29. Le cadeau de la vieille mère Jaluna. Nous étions dans une caverne spacieuse, meublée avec goût, avec des sièges autour d'un banc assez haut. Une lumière apaisante se répandait dans des couleurs mates. Une musique de méditation était diffusée en arrière-plan. Il y avait des fauteuils, évidemment destinés aux thérapeutes et aux patients. La vieille dame se retrouva soudainement assise sur l'une des chaises. La façon dont elle était arrivée là était un mystère. « C'est le patient ?» demanda-t-elle en montrant du doigt Val. Teach s'était glissé sans ménagement à ses côtés. Sa main, auparavant si occupée à remuer, caressait maintenant doucement mon chien. « Si le garçon veut bien s'asseoir avec moi un moment, je vais régler le problème dans sa tête, » murmura la vieille mère. « Il est follement amoureux, ce qui rend les choses bien plus difficiles. » Val s'assit à contre-cœur dans le fauteuil en face d'elle. Soudain, la vieille dame sourit, et ses mains noueuses serrèrent les poings de Val. « De toute façon, cela devra attendre, » annonça-t-elle en souriant. J'ai réalisé tout à coup combien le sourire illuminait son vieux visage, de sorte qu'il respirait l'amour et ne semblait plus si ancien que cela. Ce ne sera pas aussi facile qu'il le pense, mais cela finira par arriver. Le jeune Sio deviendra un bon compagnon. Mais n'abandonnez pas. Ne laisse personne d'autre se mêler de ta vie, car ce sera ta perte. Valencio n'a pas osé dire un mot. Il semblait discret, mais pas effrayé. « Je ne peux pas épouser celle que j'aime ?» demanda Val avec insistance. La vieille dame éclata de rire. « Le jeune coquin veut une femme !» s'exclama-t-elle. « Mais il n'a pas entendu ce que je viens de dire. »« Pas encore. Cela arrivera en temps voulu. Ici, le moment présent est toujours présent. Il ne peut en être ainsi que jusqu'à ce que le prochain maintenant soit prêt. Il doit le comprendre s'il reste. » Il devait se contenter de cette réponse énigmatique. Alors qu'il se levait, la vieille dame lui saisit le bras. « Ne sois pas si pressé. Hâte-toi tranquillement. Amuse-toi d'abord avant de t'installer.
Fidèle à son éducation, le fils du pape lui a poliment embrassé la main. La vieille dame était surprise et ravie, puis elle me montra du doigt. « Viens à moi, le mari de Cecilia, j'ai quelque chose pour toi. » Elle caressait encore le cou de Teach, qui en était ravi. « Assieds-toi, ordonna-t-elle, comme si j'étais un chien. » Je l'ai fait. « Ferme tes yeux, dit-elle, et je l'ai fait aussi. » J'ai senti deux doigts vibrer sur mes paupières et une chaleur incroyable. « Timothée doit pouvoir voir davantage, » a-t-elle expliqué. « Il est marié à l'une de nos meilleures familles et il doit être capable de suivre. Il n'avait pas le don, mais je lui ai donné. » Elle a balayé ses mains une fois de plus sur mon front et j'ai ressenti une douleur aiguë dans la tête, puis une sensation de tomber dans quelque chose de beau et de chaud. « Il va falloir que tu t'habitues à voir plus que d'habitude, » a-t-elle commenté. « Quand tu ouvriras les yeux, tu réaliseras que je ne suis pas ce que tu croyais. Ouvre tes yeux et regarde. » Où était passée la vieille sorcière aux cheveux éclatants? J'ai reconnu les tresses du noir corbeau, mais en dessous se trouvaient des yeux bleus pleins de joie à mon égard. Ceux-ci se dessinaient sur un joli visage, aussi beau qu'une rose, avec un sourire révélant des dents d'un blanc sacré. Si je n'avais pas voué une véritable adoration à ma femme, j'aurais été immédiatement transpercée par la flèche de Cupidon. Près de cette vision se trouvaient Manoul et Alberto, recroquevillés en riant. Valencio était sur le sol, la bouche béante. Teach était avec lui, lui léchant l'oreille pour le ramener à la réalité. « Quel cadeau on t'a fait » s'est exclamé Manoul. « Maintenant, vous allez pouvoir voir la personne qui se trouve à l'intérieur de chaque personne que vous rencontrez. Tu vas devenir un vrai juge de caractère, Tim, et tu en verras encore plus à l'avenir. » Je me suis frotté les yeux et je me suis retourné pour embrasser la vieille sorcière, mais il n'y avait là que nous, les visiteurs, Manoul, Alberto, Val, Teach et moi. J'ai quitté la grotte avec les 2 maîtres comme si j'étais en transe. La vieille mère, Jaluna, était assise là, remuant son chaudron. Simultanément, je pouvais distinguer une silhouette diaphane à ses côtés, la belle-fille de la caverne, la fille à l'intérieur de Jaluna. Je me précipitai pour serrer la vieille dame dans mes bras, ce qui faillit renverser le chaudron, mais elle le stabilisa rapidement et se retourna contre moi avec mécontentement. « Tu es trop pressé, monsieur le mari de Cecilia, fit-elle entendre. Garde tes câlins pour ta femme et va à la recherche des aborigènes. » La vieille mère Jaluna ne faisait pas attention à nous et continuait de remuer sa marmite d'herbe comme si rien n'était. Chapitre 30. Avec les aborigènes. Les aborigènes se trouvaient assez loin. Nous devions aller dans l'aéroglisseur. J'étais à peine réveillée de l'expérience enchantée avec la vieille mère Jaluna que l'aéroglisseur s'est arrêté brusquement. Nous étions dans une petite vallée entourée d'arbres. Un amoncellement de rochers gisait autour, comme si une main géante y avait éparpillé de l'herbe qui poussait entre eux. Un large ruisseau, assez large pour être une rivière, coulait dans la vallée. Les aborigènes étaient partout, recueillant de l'eau, se baignant, bavardant avec ferveur, vêtus d'un simple pagne. Ils nous appelaient et nous saluaient chaleureusement. Un homme, grand et mince, la peau brune et luisante, s'avança vers nous. Il portait une écharpe blanche impeccable et de petite taille. Il nous a souhaité la bienvenue en nous tenant la main. « Je m'appelle Tuumi. Vous êtes les bienvenus. Nous cuisinons pour vous là-bas dans la clairière. » Il nous a montré un petit rocher, mais on ne voyait pas grand-chose. Un petit oiseau nous a dit que vous étiez en route, a-t-il poursuivi. Aucun oiseau ne participait au concert assourdissant qui a commencé. 5 jeunes garçons nus jouaient au didgeridoo, ces longs instruments à vent dont jouent les aborigènes. Teach a enfoui son museau dans mon bras. La musique n'était pas vraiment à son goût, mais ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, nous avons suivi Tuumi, qui mesurait au moins 2 mètres pieds nus, autour des rochers où un spectacle étonnant se jouait devant nos yeux. Un groupe de jolies filles aux cheveux noirs vêtues de fleurs ont dansé et chanté autour d'une longue table sur laquelle étaient disposées toutes sortes de mets alléchants. J'ai saisi le collier de Teach alors que ses yeux s'illuminaient et j'aurais aimé vouloir retenir Val de la même manière, car il semblait enclin à se jeter sur la nourriture. Heureusement, malgré sa faim, il était bien trop élevé et il est venu se mettre derrière moi. « C'est pour honorer nos invités, » s'écria Tuumi. « Nous allons d'abord dire les grâces et ensuite, s'il vous plaît, manger. »
Les nymphes de nourriture fredonnèrent doucement, tandis qu'ils criaient haut et fort. Merci, Père éternel, pour ta grâce en nous donnant de la nourriture pour nous et nos invités d'honneur. Que toute nourriture et toute boisson parcourent notre corps, le rendent ainsi apte à ton dessein divin. Aucune vie n'a été sacrifiée pour cette fête bénie, mais la nature l'a fournie à partir de ses richesses. Merci, oh oui, merci. Nous avons commencé par la nourriture qui aurait pu être faite par des dieux. Alors que nous mangions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque personne que je regardais semblait émettre sa propre aura. Elles étaient parfaitement claires, de différentes couleurs. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que c'était une lueur intérieure qui se révélait à moi, pour que je puisse lire dans les gens comme dans un livre. C'était le cadeau de la vieille mère Jaluna. Il y eut un cri de terreur de Valencio, le fils du pape. Il brandissait un couvercle qu'il avait probablement retiré d'un des plats et regardait avec horreur le plateau du service. Un enfant de 10 ans qui avait remarqué notre désarroi ricanait sauvagement, retirait un verre de l'assiette et le mangeait comme des spaghettis. Cela aurait été bien si c'était vraiment des spaghettis. Aucune vie n'avait été sacrifiée pour notre fête, c'était vrai. Ces verres frétillaient de vie. Val s'est précipité, probablement pour vomir, et je demandai à Manoul, qui se tenait tout près, ce qui se passait. Il a souri de joie. Les aborigènes mangent un certain type de vers vivant. C'est très apprécié. C'est la seule exception au régime végétarien d'Agartha. Vous n'êtes pas obligé de l'essayer. Il y a beaucoup d'autres plats. Titch et moi avons échangé des regards. Il s'est couché avec le museau dans les pattes. Ça voulait dire non. J'avais perdu l'appétit. Alors mon chien et moi avons quitté la table, avec un clin d'œil de Manoul, qui ne semblait pas non plus trop apprécier la consommation de vers. Les aborigènes continuaient de manger des vers jusqu'à ce jour. Toumi nous a suivis, l'air inquiet. « Je suis désolé si vous n'avez pas apprécié notre nourriture, a-t-il dit. Mais restez un peu. Nous allons danser à la lisière de la forêt. Nous avons des histoires dansantes. Beaucoup de nos légendes sont exceptionnellement belles, et nous les avons mises en musique avec notre propre composition. Nous mangeons du bon pain en même temps. C'est garanti, sans verre. » Nous avons ri et avons accepté son invitation. Il nous a emmenés dans un théâtre en plein air où nous nous sommes assis sur la colline verdoyante. Nous avons beaucoup d'amphithéâtres en Italie, a commenté Val. C'est beau ici. En bas de cette colline se trouvait une estrade naturelle entourée d'arbres, avec un ruisseau qui coulait entre des pierres scintillantes. On nous a donné du pain et des boissons qui avaient un goût vraiment fabuleux. Les belles danseuses sont revenues gracieuses et douces. Puis il y avait des trolls et des figures rampantes avec des masques d'animaux. Les filles étaient effrayées et une scène macabre suivit. C'était une guerre entre les forces du bien et du mal, très violente. C'était horriblement réaliste, et j'ai remarqué que Val avait fermé les yeux. Les effets spéciaux étaient incroyables, et des parties du corps, tête, bras et jambes, flottaient dans les airs. En y regardant de plus près, il était évident que des marionnettes avaient été utilisées. La fin était heureuse. La musique tonitruante s'est calmée, et les filles sont revenues avec leurs danses joyeuses. Nos deux maîtres ont remercié Tommy pour les rafraîchissements et le divertissement, puis ont expliqué que nous devions partir. Nous étions vite de retour dans notre Rolls-Royce. Une légère brise qui sentait la mer en dessous de nous se faisait ressentir. « Qu'avons-nous appris des aborigènes » demanda Val. « Manger des vers » Burk. En tout cas, c'était amusant. Vous avez compris comment les gens vivent en harmonie avec la nature, comment ils créent de la musique et du théâtre, et comment ils sont reconnaissants de la vie qu'ils mènent, a souligné Manoul. Nous rentrons à la maison maintenant, et nous continuerons demain.